Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2025, du coup bonne année à tous et à toutes. Ce sera donc une revue de livres, j'en ai déjà fait beaucoup sur ma chaîne, elles sont toutes rassemblées dans cette playlist que tu peux retrouver juste ici et dans le lien qui sera dans la description. Pour rappel, dans cette playlist tu trouveras plusieurs dizaines de revues de livres en tout genre, mais surtout de vulgarisation d'essais sociologiques que j'essaye de rendre digestes et accessibles au plus grand nombre. Et donc aujourd'hui on va parler du livre Infantisme par l'autrice, sociologue et pédopsychiatre Laëlia Benoît, qui exerce au Yale Child Study Center et qui est chercheuse au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM. Forcément, le contenu ne pouvait que m'intéresser puisque ça parle de discrimination sociale, de maltraitance faite aux enfants, en plus de ça avec un regard pluridisciplinaire parce qu'elle est pédopsychiatre mais aussi sociologue, donc ça m'intéressait de voir un peu comment elle agençait ces deux disciplines dans son analyse. Et en plus de ça, le livre est très court, il fait genre 60 pages et le langage y est vraiment accessible, donc franchement, t'as besoin de zéro formation pour avoir accès et comprendre le contenu de ce bouquin, donc vraiment je recommande pour les personnes qui sont sensibles à ces thématiques. Et donc on va commencer par parler du titre, parce qu'on connaît les termes notamment de sexisme, de racisme. Pour les personnes qui s'intéressent un peu à ces thématiques, elles ont peut-être déjà entendu même parler de validisme, peut-être de classisme, ce sont des termes maintenant qui sont de plus en plus répandus, mais l'infantisme, c'est pas spécialement quelque chose qui est particulièrement évoqué, je trouve, même dans les milieux qui militent pour la justice sociale, et donc on va définir ce que ça veut dire. Tu as peut-être déjà entendu parler d'agisme. L'agisme, comme son nom l'indique, c'est la discrimination faite aux personnes en fonction de leur âge. Donc on peut se montrer agiste envers des personnes plus jeunes parce qu'elles sont plus jeunes, c'est-à-dire les discriminer et associer un tas d'a priori négatifs sur leur catégorie de population juste parce qu'elles sont plus jeunes, mais on peut aussi faire de l'agisme envers des personnes plus âgées et donc discriminer aussi des personnes juste parce qu'elles sont plus vieilles et que donc elles seraient associées à un tas de stéréotypes négatifs à nouveau. La façon dont moi j'ai compris du coup le sens du mot infantisme, c'est qu'en gros on parle d'agisme mais focalisé sur la façon dont les adultes peuvent dominer les enfants. L'infantisme définit donc tous les a priori et les comportements négatifs à l'égard des plus jeunes, notamment des enfants en bas âge, des enfants moyens entre guillemets et des adolescents. Et du coup ça a tout à voir avec la domination sociale qu'est la domination adulte, qui est très peu nommée mais pourtant omniprésente autour de nous et qui, selon moi, et j'en parle plus précisément dans cette vidéo aussi, est vraiment pour moi le pilier de la normalisation de toutes les autres discriminations que l'on connaît très bien, notamment le sexisme, le classisme et le racisme. Alors a priori, c'est vrai que le lien fait entre la couleur de peau, le genre, les ressources économiques, etc. peut avoir l'air un peu flou parce qu'on peut se dire que l'âge c'est quelque chose qui n'a rien à voir, mais en fait tu verras au fur et à mesure de la revue de ce bouquin et si tu regardes la vidéo que j'ai mentionnée, qu'en réalité le fait de discriminer des enfants parce que ce sont des enfants depuis leur plus jeune âge et avoir des comportements qui normalisent de la violence dans le quotidien de ces enfants, c'est le meilleur moyen de les faire s'habituer au fait de considérer d'autres populations comme des sous-êtres, parce que eux-mêmes sont constamment traités comme si leur parole ne comptait pas, comme si leur avis n'avait aucune valeur, comme si leur corps n'était pas le leur. Ils sont toujours réduits à des êtres qui ne sont pas terminés, qui sont en cours de formation, ce qui est réel, mais qui ne devrait pas justifier justement de la violence à leur égard. Mais bref, à partir du moment où on normalise des comportements sociaux généralisés, parce qu'on parle pas que de la famille, parce que oui, forcément, quand t'es un enfant, t'as a priori une famille et tu es élevé par des personnes, ou en foyer ou peu importe, mais il y a aussi les profs, il y a aussi les personnes à l'extérieur, je sais pas, ça peut être des profs de musique, de sport, bref, les adultes en général qui nous entourent, même ceux qui font pas partie de notre cercle proche et même ceux qui ne nous éduquent pas, de façon générale traitent les enfants comme si voilà, c'était des personnes qui étaient là comme des accessoires, quoi, comme des plantes décoratives qui font chier, qui crient, qui demandent beaucoup d'énergie mais qui en soi ne méritent pas qu'on leur accorde le même traitement qu'un adulte par exemple. Et donc le point que je dis dans la vidéo que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que c'est un langage, c'est une manière d'appréhender les rapports sociaux que l'on rend normaux dès leur plus jeune âge, qu'on leur fait vivre jusqu'à ce qu'ils aient la majorité et même après. Et en fait, c'est ça qui permet de créer un socle dans lequel, juste en tant qu'individu, on nous a traités comme une merde, il n'y a pas de raison que nous, on se mette à bien traiter les autres, puisque on légitimise en gros l'idée que certains groupes sociaux méritent ce genre de traitement, puisque nous, en tant qu'enfants, on le méritait. C'est quelque chose qu'on finit par intérioriser, malheureusement, en tant qu'adulte, puisque tous les adultes qui maltraitent les enfants ont été des enfants avant et ont probablement été maltraités eux aussi. Donc voilà, le fait d'avoir vécu quelque chose, de l'avoir rendu normal pour soi, c'est le meilleur moyen ensuite de le rendre normal pour d'autres populations que l'on va dénigrer à cause de la société qui nous entoure et qui nous envoie un tas de messages négatifs autour de certaines populations qui sont évidemment toujours les mêmes. Je me suis un peu égarée dans mes interprétations personnelles, je les développerai plus tard, mais en réalité le propos de l'autrice ne s'en éloigne pas tant que ça, donc là on peut lire directement sur la couverture le texte suivant. Pourquoi les adultes s'autorisent-ils à dénigrer
dénigrer, moquer, discréditer quotidiennement la parole des enfants et des adolescents. Qu'aurait-il à perdre à les prendre au sérieux? L'infantisme, cette discrimination à l'encontre des mineurs, fondée sur la croyance qu'ils appartiennent aux adultes et qu'ils peuvent, voire qu'ils doivent être contrôlés, est omniprésente dans notre société. Greta Thunberg en est le triste symbole sur la scène internationale. Pourtant, nous n'avons pas encore pris conscience de ce fléau. Désigner l'infantisme est indispensable pour amorcer le changement de comportement qui s'impose. Alors, j'en ai parlé comme ça au début de la vidéo parce que je pars du principe que tout le monde s'en est rendu compte, mais en réalité, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ne voient pas le fait qu'on normalise la maltraitance envers les enfants et les adolescents comme si c'était quelque chose qui allait de soi, comme si c'était juste logique en fait que l'on prenne pas au sérieux leurs revendications, qu'on les écoute pas. Honnêtement, pose-toi 2 secondes et observe la manière dont la majorité des adultes s'adressent aux enfants, la manière dont ils se comportent, la manière dont physiquement ils vont les traiter, et maintenant tu prends ce comportement-là, tu le transposes à d'autres adultes et tu verras qu'en fait, si on s'adressait aux adultes comme on s'adresse aux enfants quotidiennement, plus d'une fois par jour, on se prendrait une tarte dans la tronche et elle serait honnêtement méritée. Aucun adulte n'apprécie qu'on lui parle ou qu'on se comporte avec lui comme si c'était un enfant, puisque justement la majorité des adultes sont très irrespectueux, dénigrants, rabaissants, voire humiliants avec les enfants, même quand c'est même pas les leurs. Alors déjà, ça devrait pas être le cas quand c'est les leurs, mais disons qu'il y a un truc un peu familier dans l'idée de oui, c'est mes enfants, donc j'en fais ce que je veux, oui, c'est mon frère, j'ai le droit de le rabaisser parce que c'est mon frère, etc. Mais en fait, les adultes se permettent de faire ça avec n'importe quels enfants, et même d'être violents et de justifier cette violence sous couvert d'éducation. Il y a qu'à s'intéresser au style éducatif qui existait dans les dernières décennies, qui normalisait complètement la violence physique, verbale, l'humiliation, la contrainte et surtout des actes même beaucoup plus graves que ça, qui peuvent même s'apparenter à de la torture, pour justifier le fait que les enfants, faut les éduquer par la force, parce que ce sont des êtres profondément déviants, profondément problématiques, puisqu'ils sont pas terminés, entre guillemets, et donc il faut, à travers la discipline et la correction, et surtout la répression, pouvoir les redresser, et redresser leur corps, redresser leur esprit, redresser leur comportement, afin qu'ils deviennent des adultes dignes de ce nom, et pour ce faire, on va les domestiquer à l'image d'un animal sauvage qui doit être calmé pour qu'il puisse servir son maître, quoi. J'irai même plus loin, alors désolé, je dévie un peu du propos du livre, mais c'est juste parce que c'est quand même pertinent à raconter. Pendant un temps, on était convaincus que les enfants ne ressentaient pas la douleur parce que leur système nerveux n'était supposément pas terminé comme le nôtre, et donc on pouvait faire des opérations chirurgicales sur des nourrissons sans anesthésie sous prétexte que ils ressentaient pas la douleur et qu'en plus de ça, ils s'en souviendraient pas. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est des choses qui ont vraiment été attestées. Rappelons-nous aussi que le travail des enfants a existé et existe encore, c'est-à-dire que dans les sociétés modernes occidentales, on a fait des législations pour cadrer le travail des enfants, surtout pour l'interdire quand ils sont en bas âge, pour leur donner des droits, pour les protéger, etc. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, les gamins, ils étaient à la mine, en fait, comme leurs parents, et tant pis s'ils mouraient, et tant pis s'ils étaient exploités, tant pis s'ils étaient réduits en esclavage, parce que c'était des enfants, et puis qu'on s'en fout, en fait. Donc vraiment, il faut bien comprendre que le droit des enfants, le fait de les considérer comme des êtres à protéger, avec une intégrité personnelle, corporelle, psychologique, etc., c'est quelque chose de très récent. Bref, on va revenir au propos de l'autrice en lui-même. Donc elle explique que la majorité des adultes ont tendance à maltraiter les enfants de façon plus ou moins consciente dans le but d'assouvir leurs besoins. Ces besoins étant notamment les suivants: le fait de vouloir décharger ses émotions négatives sur autrui, le fait de chercher à résoudre des conflits qu'on a à l'interne, c'est-à-dire entre nous-mêmes et nous-mêmes, et le fait de vouloir se rassurer sur notre propre enfance. Tout ça dans le but de réaffirmer constamment son statut dominant. Donc on va s'attarder sur ces 3 points. Pourquoi les adultes ont besoin de décharger leurs sentiments négatifs sur les enfants? Tout simplement parce que ils vont les porter responsables de leur mal-être, s'ils sont stressés, fatigués, anxieux, etc. C'est à cause de leurs enfants ou des enfants des autres, c'est à cause des pleurs du bébé dans le bus, c'est à cause des cris de tel enfant au restaurant, c'est à cause de telle bêtise que ton gosse a fait à l'école que tu te sens pas bien, et donc comme tout est de leur faute, c'est sur eux que tu vas vider ton sac. Sauf que breaking news, un enfant n'est ni une poubelle, ni un paillasson, ni un sac de frappe pour ses parents et pour n'importe quel autre adulte d'ailleurs, et surtout n'a pas décidé de naître. Un enfant ne peut pas choisir l'endroit où il va naître et les personnes avec qui il va vivre, en fait, tout simplement. Donc ils ne sont absolument pas responsables de nos malheurs d'adultes, et c'est pas parce que c'est drainant, fatigant, que ça fait du bruit, etc., que ça justifie quoi que ce soit de négatif à leur encontre, puisque c'est juste normal. Un enfant, ça demande de l'énergie par définition. Un enfant, ça a besoin qu'on s'occupe de lui, et c'est dépendant des adultes par définition. Un enfant, ça fait du bruit par définition, et d'ailleurs, c'est très ridicule de leur demander d'être silencieux quand tous
les adultes qui nous entourent, dans les espaces communs notamment, se comportent toujours comme si l'espace était le leur en fait. Donc il n'y a pas de raison que les enfants ne reproduisent pas littéralement les comportements que les adultes ont tous les jours, H24 avec eux en fait. Bref, en ce qui concerne les conflits internes, ça rejoint un peu le besoin de se décharger de ses émotions négatives, mais surtout le fait de se rassurer sur leur propre enfance, ça c'est très intéressant. Il y a plein d'adultes qui se permettent d'être horribles avec des gamins sous prétexte que eux ils ont vécu pire et qu'ils en sont pas morts. Donc c'est vraiment une manière de dire ce qu'on m'a fait c'est pas si grave. Parce que regarde qui je suis devenue maintenant. Regarde, je suis devenue une bonne personne parce qu'on m'a fait du mal. Et du coup, j'ai bien appris, j'ai été bien traumatisée. Et maintenant, je me suis bien conformée au cadre répressif que l'on me demande de servir. Donc toi, tu vas faire la même chose. Et tu vas pas te plaindre parce que je suis encore plus gentille que les personnes qui, moi, m'ont éduquée. Alors que ce serait peut-être plus difficile, mais plus intéressant de se poser la question de si nous, on porte pas des séquelles traumatiques, justement, de l'enfance que l'on a vécue, puisque c'est bien connu, personne n'est traumatisé, personne n'a été maltraité, ce ne sont que les autres, ce ne sont que les enfants des autres, les tragédies n'arrivent que chez les autres, etc. Et donc, c'est beaucoup plus facile de se dire que nous, ce qu'on a vécu, c'était pas si grave, plutôt que de se dire qu'en fait, peut-être qu'encore aujourd'hui, on porte des bagages négatifs par rapport à ça, qu'on refuse justement de voir en face. Et donc, plutôt que de résoudre nos propres traumas, on va les justifier à travers le fait de les reproduire envers des enfants. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup revenir, notamment sous mes vidéos qui parlent de violences intrafamiliales, parce que même s'il y a des personnes qui ont pu se reconnaître dans ces récits-là et questionner justement leur propre enfance, il y en a aussi beaucoup d'autres qui refusaient catégoriquement de remettre en question le traitement qu'elles ont eu, parce que ça remettrait en question potentiellement les relations qu'ils ont avec leurs parents ou avec d'autres personnes, parce que ça remettrait en question la notion même d'amour, etc. qu'il peut y avoir là-dedans. Et donc des gens qui m'écrivaient pour me dire que mais non, j'étais pas maltraitée, c'était de l'amour, c'était pour mon bien. Enfin bref, de trouver des justifications par rapport à ça, probablement parce que ces gens ont vécu quelque chose de similaire, voire pire, et ont du mal à se dire que en fait c'était pas normal. Et je suis navrée, moi maintenant je travaille avec des enfants, j'ai un groupe d'enfants de 4 ans et demi avec moi, et je peux te garantir que le fait de les côtoyer quotidiennement, c'est le meilleur moyen de se rendre compte que là, avec mon regard d'adulte, énormément de choses que moi j'ai vécues à cet âge-là, je les ferais jamais subir aux enfants que je côtoie actuellement en fait. Et ça c'est difficile en fait à faire comme processus. Mais bref, je m'égare, on va revenir au propos du livre encore une fois. L'autrice pose donc la question suivante. Quel rôle social joue un préjugé qui autorise à rabaisser les enfants de manière systématique? Autrement dit, à quoi ça sert de rendre ça normal pour une société? Parce que forcément, ça a un but, ça a un intérêt, sinon en fait ce serait pas quelque chose de normalisé. C'est notamment à cette question qu'elle va essayer de répondre au fur et à mesure de son ouvrage. Elle va notamment se focaliser sur la crise climatique. En gros, son point, c'est de dire que c'est facile pour les générations précédentes de rejeter la faute sur les gamins de leur hystérie générale, du fait qu'ils s'inventent des problèmes, des troubles mentaux, etc. Parce que, effectivement, reconnaître qu'on fait partie d'une génération qui a flingué la planète sans réfléchir aux conséquences pour les générations futures, c'est pas une mince affaire, et donc c'est beaucoup plus simple de se dire que en fait les jeunes s'inventent des trucs pour attirer l'attention, etc. et puis qu'en fait ils veulent s'impliquer pour des causes mais juste pour se faire intéressant, alors que non, en fait s'il y a des jeunes qui s'impliquent pour le changement climatique, pour la justice climatique, etc. C'est parce qu'en fait oui, ils sont conscients des enjeux et qu'ils veulent surtout pas continuer le travail dégueulasse qui a été entamé dans les décennies précédentes. Bref, et donc elle, c'est vraiment cet angle-là qu'elle va utiliser en prenant aussi de temps en temps l'exemple de Greta Thunberg, mais c'est pas le propos principal du livre. Et donc c'est beaucoup plus simple de rejeter la faute sur l'âge des activistes en disant que non, ils cherchent à attirer l'attention, ils sont en panique parce qu'ils sont jeunes, ils savent pas ce qu'ils disent, etc. Et c'est vraiment le meilleur moyen de dénigrer le travail en général des générations nouvelles, des générations qui nous suivent, que ça concerne d'ailleurs la justice climatique ou pas. Petite précision, il y a une différence entre ce qu'on appelle l'infantisme, donc la discrimination sociale qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, et les mots d'infantilisme ou d'infantilisation. En gros, ça définit pas la même chose. Quand on infantilise quelqu'un, l'infantilisation, c'est le fait de le traiter comme un enfant, dans le but souvent de le dénigrer, le rabaisser, lui faire perdre en crédibilité, etc. Et l'infantilisme, c'est une façon de se comporter qui est associée à l'enfance. C'est-à-dire qu'on va parler du comportement de quelqu'un infantile. Cette personne est un adulte, mais a un comportement infantile parce qu'elle pleure, parce qu'elle ne sait pas gérer ses émotions, parce que peut-être qu'elle dit les choses sans filtre, parce qu'elle est spontanée, etc. Et donc l'infantilisme et l'infantilisation, c'est des terminologies qui nous montrent justement que tout ce qui est associé à l'enfance est quelque chose souvent de dénigrant. Quand on va nous associer à l'enfance, c'est souvent pour nous dire en gros que c'est mauvais, quoi. C'est jamais quelque chose de très valorisant. Alors que le terme d'infantisme, ça définit vraiment la discrimination sociale des adultes envers les enfants. En gros,
gros, dans son ensemble, l'enfant représente l'immaturité au sens large. Et c'est normal parce qu'effectivement, ils le sont. C'est pas une raison de les dénigrer, c'est pas parce qu'ils sont immatures que ça veut dire que c'est une mauvaise chose. Ils sont immatures de fait parce que ce sont des enfants. Mais nous, socialement, on va assimiler à cette immaturité un tas de critères et de jugements de valeur extrêmement négatifs et rabaissants pour justifier le fait de les malmener. Et d'ailleurs, quand on observe et on côtoie des enfants de façon un peu plus poussée, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas juste immatures sous des aspects négatifs, parce que les enfants sont aussi pleins d'imagination, très spontanés, très créatifs, curieux. Souvent, ils ont une habilité naturelle à vouloir connecter avec les autres êtres humains sans filtre, ce qui est normal, puisque en fait ils n'ont pas encore eu le temps d'assimiler toutes ces normes et tous ces carcans sociaux qui visent justement à mouler notre comportement de futur adulte. Et donc il y a quelque chose dans l'enfance aussi de très positif et de très stimulant pour les adultes, qui ont tendance à oublier que eux aussi ont été des enfants en fait, et que peut-être que quelque part ils ont tué l'enfant qu'il y avait en eux, parce que s'en souvenir c'est trop douloureux, parce que c'était probablement une expérience négative, parce que justement ça nous renvoie à des souvenirs pendant lesquels on a été rabaissé, humilié, pendant lesquels on nous a pas considéré comme un être humain à part entière. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne veulent pas se connecter à cette partie-là de leur existence, tout simplement parce que c'est une expérience pour la plupart d'entre nous qui est très négative en fait. Et plutôt que de se questionner sur la façon dont nous on reproduit ces comportements, on va juste les justifier en disant que en fait c'est comme ça pour tout le monde et ça fait partie de l'éducation et que c'est un mal nécessaire. Ça c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est on n'a pas le choix que de les maltraiter parce que c'est inévitable, alors qu'en fait c'est faux. D'ailleurs, l'autrice précise qu'un collectif de 280 chercheurs et professionnels de l'enfance s'accordent pour dire qu'une éducation répressive est défavorable au développement de l'enfant. Et ça, c'est des choses qui maintenant, depuis plusieurs décennies, sont quand même assez dites, sont quand même assez diffusées, voire même tournées en ridicule. Moi, je ne compte plus le nombre de TikTok de gens que je vois critiquer les méthodes, par exemple, d'éducation positive, de renforcement positif, d'éducation même Montessori, ce genre de trucs, etc. Alors bien sûr que tout n'est pas rose et qu'il y a des critiques à émettre, mais en fait, il y a quand même un truc où on a socialement normalisé le fait de dénigrer la bienveillance qu'on essaye d'avoir avec les enfants, comme si c'était pas normal, comme si c'était bizarre de vouloir être sympa avec des gosses, comme si justement la norme c'était juste en fait de les détester par principe. Et donc on peut voir beaucoup de contenu en ligne de gens qui se moquent des parents qui essayent d'être bienveillants, qui se moquent des adultes qui essayent de transmettre des styles éducatifs moins répressifs, qui se moquent même juste des enfants en fait, et ça c'est vraiment pas normal, parce qu'on peut pas décemment militer pour une justice humaine quelle qu'elle soit, c'est-à-dire militer pour l'antiracisme, pour l'antisexisme, pour l'antivalidisme, pour bref, toutes ces causes qui sont très louables et nécessaires. Mais je suis désolée, on ne peut pas correctement militer pour ces causes et pour la dignité d'autres êtres humains à partir du moment où on ne remet pas en question le fait que collectivement on dénigre les enfants comme si c'était quelque chose de normal et comme un mal nécessaire à nouveau. Parce que ça veut dire que l'on cantonne les bons comportements et le fait d'avoir accès à des ressources, accès au respect, à la protection, à la sécurité, etc., à certains critères. Et ces critères, ça ne peut pas être l'âge. On ne peut pas dire écoutez, on va défendre les droits humains de cette catégorie de population, mais bon, si c'est des enfants, on s'en fout parce que ce sont des enfants. Non, en fait, c'est d'abord tous les enfants qu'il faut chercher à protéger, et peut-être qu'on créera des générations d'adultes moins discriminants par la suite, en fait. Parce que oui, les discriminations, elles sont perpétuées par des adultes qui détestent d'autres adultes et qui se catégorisent en groupe, c'est-à-dire des gens qui disent nous, on représente ça, vous représentez ça, et comme vous êtes par nature comme ça, on va vous dénigrer, on va vous manquer de respect, on va militer contre vos droits, on va militer contre vos accès à la vie digne, etc. Et c'est bien parce qu'il y a des gens qui intériorisent ces mécanismes d'interaction sociale qu'après ça peut continuer à l'âge adulte. Alors que si on crée des générations entières de personnes à qui on montre par le comportement et par le traitement quotidien que c'est inacceptable de traiter n'importe quel être humain sur Terre autrement que comme ça, eh ben oui, on a plus de chances d'avoir des adultes qui par la suite ne vont pas ingurgiter bêtement des discours racistes, homophobes, classistes, sexistes, validistes, etc. Enfin bref, moi maintenant ça me paraît assez évident, mais j'avoue qu'avant de travailler avec des enfants et avant de m'intéresser à cette thématique plus en détail, comme tout le monde, je me posais pas spécialement la question, je militais pour plein de causes, etc. Mais c'est vrai que je m'étais pas questionnée sur la manière dont les adultes dominent les enfants et de comment ça représentait vraiment un socle commun à toutes les autres discriminations. Et là, on arrive à un point de la vidéo qui est très important, et de l'ouvrage du coup aussi, qui est le fait qu'elle atteste, et je suis d'accord avec elle, que tous les adultes sont traumatisés par leur enfance d'une façon plus ou moins intense, puisque tout le monde a été un enfant dans une société dont la norme est la domination des adultes sur les enfants.
Tout le monde, qu'on le veuille ou non, a été soumis à cette injustice, que ce soit d'une manière directe ou moins directe, que ce soit d'une manière très poussée ou moins, un peu à l'image de toutes les autres populations discriminées, par exemple les femmes. Toutes les femmes vivent les séquelles et les conséquences que leur font vivre le patriarcat. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes ont été V, ça ne veut pas dire que toutes les femmes ont vécu de la violence conjugale, ça ne veut pas dire que toutes les femmes ont vécu les pires atrocités misogynes que le système patriarcal peut leur faire subir, mais ça n'empêche pas que toutes les femmes, parce que ce sont des femmes dans un système patriarcal, ont vécu de près ou de loin la violence liée à leurs conditions. Et c'est pareil pour les enfants et c'est pareil pour n'importe quel autre type de population discriminée. Et c'est pas parce qu'on a vécu une violence que ça veut dire qu'on est immunisé contre l'exercice de celle-ci. Oui, la parole aux concernés est importante. Donc oui, c'est normal que l'on écoute d'abord des femmes parler de féminisme, qu'on écoute d'abord des personnes non blanches parler d'antiracisme, qu'on écoute d'abord des personnes malades et ou handi parler d'antivalidisme, etc. C'est tout à fait normal, à condition que les personnes qui en parlent soient conscientes des systèmes de domination en question. Parce qu'on peut très bien avoir vécu une violence et la rendre absolument normale. On ne manque pas d'exemples de ce type, notamment sur les réseaux sociaux, comme par exemple Thaïs Descuffon, qui est une femme et qui pourtant défend le système patriarcal comme si c'était l'entreprise de son daron. Par exemple Tanguy David, qui lui est plus sur TikTok, mais qui est une personne noire qui va défendre corps et âme un système atroce et donner par exemple raison à des Éric Zemmour ou ce genre de personnes, etc. Et donc être concerné par une thématique ne veut pas forcément dire qu'on a conscience de la domination qui s'est exercée contre nous. Au contraire, on peut même pouvoir la justifier justement à l'image d'adultes qui ont peut-être été les premières victimes de maltraitance infantile pour ensuite les reproduire sur d'autres enfants une fois qu'eux-mêmes seront adultes. Donc vraiment, elle va parler d'un continuum des violences, de la même façon que l'on peut parler du continuum des violences misogynes. Ça commence avec des remarques sur nos vêtements, sur les personnes que l'on fréquente, sur l'heure à laquelle on sort, etc. Et ça, c'est le début du spectre. Et puis la fin du spectre, c'est le féminicide. Là, c'est pareil, c'est qu'en fait, les maltraitances faites aux enfants, c'est les enfants qui vont finir par, à l'image des femmes d'ailleurs, parce que si on parle des féminicides, on devrait aussi parler des décès qui surviennent dans les foyers qui touchent du coup les enfants. Il y a un nombre incalculable de gosses chaque année, adolescents, enfants, voire même petite enfance, nourrissons, etc. Des enfants qui meurent à la maison parce qu'on les maltraite, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Là, je vais te mettre les chiffres à côté de ma tête pour que tu aies une idée, parce que là, je les ai pas en tête. Mais donc, il y a cet extrême-là du continuum des maltraitances qui existe, mais à la base de ce continuum, il y a tous les comportements normalisés, diffus au quotidien, qui n'ont pas l'air d'être si graves que ça, mais qui pourtant mettent une ambiance générale hostile autour des enfants, qui rendent possible justement les violences les plus graves après. À la page 14, on peut lire l'extrait suivant. Les discriminations que l'adulte a subies enfant l'amènent à associer l'enfance à un vécu de honte, d'humiliation, et à chercher autant que possible à s'en distancier, au lieu d'éprouver de l'empathie pour cet enfant qui a subi des injustices. Quels sont donc les fantasmes que les adultes ont à l'égard des enfants ? Donc là, c'est l'angle un peu psychiatrique qui va ressortir, mais c'est quand même intéressant de s'attarder dessus. Elle explique qu'il y a 3 grands fantasmes sur les stéréotypes infantistes qui permettent aux adultes de nier leur identité, donc l'identité des enfants, d'exploiter les enfants et de les manipuler, y compris d'un point de vue intime. Si tu vois ce que je veux dire. On parle de criminalité, du coup. Donc elle va parler de 3 types d'infantisme, l'infantisme narcissique, l'infantisme hystérique et l'infantisme obsessionnel. Donc l'infantisme narcissique repose sur une crainte de rébellion et de supplantation. C'est-à-dire qu'on a peur en tant qu'adulte que l'enfant prennent du pouvoir sur nous. Les enfants, dans ce cadre-là, sont perçus comme des menaces qui vont succéder l'adulte. Ça peut être justement la mère qui voit sa fille comme une potentielle rivale parce que sa fille est belle, parce qu'elle attire le regard des hommes, etc. Et donc avoir peur du pouvoir que sa fille pourrait prendre et masquer du coup son propre pouvoir à elle en tant que mère adulte, en tant que femme. De façon générale, les adultes ont une peur face au déclin que impliquerait le fait de vieillir et du coup se sentent menacés par ces jeunes, ces enfants qui sont plus beaux, plus énergiques, qui attirent plus l'attention, plus les regards, etc. Et ça, c'est un sentiment que partagent énormément d'adultes. Il n'y a pas besoin d'être une femme pour le ressentir. Et donc, que vont faire les adultes qui ont peur de ça ? Ils vont chercher à formater le plus possible l'identité des enfants qui sont du coup sous leur responsabilité. Je vais te lire un extrait de la page 15. Dans cette optique, toute remise en cause de l'ordre établi est interprétée comme une dissidence et immédiatement qualifiée de pathologique ou de décadente. Lorsque les enfants sont investis par les adultes comme une extension d'eux-mêmes, cette attention est envahissante car elle nie leur identité naissante, leur créativité et leur droit à expérimenter. L'infantisme narcissique se manifeste dans notre quotidien par des généralités critiquant l'ensemble des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont
Et là, on complète par n'importe quel défaut, paresseux, trop gâté, agité, insolent, etc. Ou bien encore, de mon temps, les enfants étaient... Et après, on va donner des trucs plutôt positifs. Ils étaient travailleurs, ils étaient sages, ils étaient obéissants. L'air de dire, en gros, ma génération, elle est mieux que la vôtre, vous êtes fichus, et c'est pourquoi on justifie la violence envers vous. Et ce mécanisme-là, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'atteste, il y a notamment une sociologue du nom de Claire Ballet, qui est chercheuse et enseignante au Media Lab de l'Université de Genève, qui a fait beaucoup de travaux sur les jeunes. Et c'est notamment grâce à son travail que j'ai appris justement que, en fait, depuis l'Antiquité, cette mécanique existe, c'est-à-dire que les générations précédentes adorent dénigrer les générations futures pour tout et rien constamment. Et c'est quelque chose que l'on voit de façon cyclique depuis des millénaires. Par exemple, à l'époque où les livres ont commencé à exister, les générations qui n'avaient pas connu de livres disaient que les jeunes allaient devenir dépravés, allaient devenir une génération débauchée, déviante, etc. à cause de l'existence des livres. Ensuite, on a fait pareil avec l'existence de la télé. Ah non, maintenant, c'est pas les livres le problème, c'est la télé, parce que de mon temps, les livres, au moins, ça rendait intelligent. Maintenant, la télé, ça va vous rendre tous cons. Et maintenant, c'est pareil avec les réseaux sociaux. Ah mon Dieu, les réseaux sociaux et les jeunes, ça les rend complètement cons. De mon époque, on avait au moins la télé. Et en fait, c'est comme ça, cycle après cycle, génération après génération. Bref, d'après ce que j'ai compris, l'infantisme narcissique, c'est donc le fait que les adultes en question voient les enfants comme des extensions d'eux-mêmes, soit négatives, soit positives. Dans tous les cas, cherchent à contrôler toute leur identité parce que ce serait un genre de représentation d'eux-mêmes et surtout s'il n'y a pas ce contrôle-là, ça va représenter une menace pour leur propre intégrité personnelle en tant qu'adulte. Et donc il y a cette difficulté à voir l'enfant comme un être autonome, avec son existence propre, détaché de sa propre réalité d'adulte et donc libre en fait finalement. Ensuite on a l'infantisme hystérique, donc cette fois l'adulte ne voit pas l'enfant comme l'extension de lui-même qu'il doit contrôler sous toutes ses coutures parce que ça le représente. Non, cette fois l'enfant est vu comme une ressource, comme un objet que l'on doit exploiter. C'est donc un fantasme d'appropriation, de possession, de soumission. Souvent, dans ce cas d'infantisme-là, il y a une inversion des rôles, c'est-à-dire que les adultes vont attendre des enfants, que ce soit les enfants qui s'occupent d'eux, que ce soit les enfants qui gèrent les tâches ménagères, administratives, émotionnelles, voire même intime, dans le pire des cas. Dans tous les cas, il y a cette idée que l'enfant doit servir la vie de l'adulte au détriment de sa propre vie et son propre développement d'enfant. Et c'est typiquement ce qui se passe à plus grande échelle quand on observe les discours autour de l'écocide, par exemple, où les générations nous précédentes qui ont joyeusement flingué la planète vont partir du principe que c'est à nous de faire le sale boulot, de réparer leurs erreurs, tout en continuant à générer la mort et la misère humaine partout autour d'eux. Ensuite, de dire que c'est à nous de ramasser les pots cassés, alors qu'en fait, il faudrait peut-être commencer par arrêter de casser des pots, n'est-ce pas ? Et finalement, le troisième type d'infantisme, c'est l'infantisme obsessionnel. Cette fois, on ne voit pas l'enfant ni comme une extension de soi, ni comme une ressource à exploiter, mais on les voit comme des genres de parasites. On les voit à nouveau comme des menaces, mais pour d'autres raisons que les infantistes narcissiques. Dans ce type d'infantisme-là, on voit les enfants comme des êtres égoïstes, comme des êtres malveillants volontairement, qui sont là pour nous piller, nous voler nos ressources, et qui vont justement menacer notre propre autonomie. À la page 16, on peut lire la chose suivante. Cette forme d'infantisme est si courante en France qu'elle est un ressort de l'humour collectif. Alors certes, on pourrait dire « Oh, les pauvres parents, ils ont déjà tant de responsabilités, s'ils ne peuvent pas se moquer de leurs enfants, mais qu'est-ce qui va leur rester ?» Mais avez-vous imaginé le parallèle s'il s'agissait de femmes ? Cet humour que l'on s'autorise sur le dos des enfants ressemble à l'humour misogyne qui a longtemps scellé l'amitié entre hommes. « Oh, m'en parle pas, la mienne est infernale, de toute manière elles sont toutes... » Et là, tu mets n'importe quel commentaire misogyne de ton choix. Pourtant, on pourrait imaginer des alternatives pour que la parentalité soit réellement choisie et qu'elle ne soit pas frustrante au point d'en venir à se défouler sur ses enfants. Parce que oui, en fait, les gens, la majorité d'entre vous, on vous a pas demandé de créer des familles si c'était pas le projet que vous vouliez avoir. Alors bien sûr, il y a des accidents, bien sûr, il y a des surprises de la vie, etc. Je ne parle pas de ça. Moi, je pense qu'il y a quand même socialement une tendance de beaucoup de personnes à juste suivre des parcours que on a tracés pour eux en leur disant « il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, maison, chien, etc. » Et qu'en fait c'est des gens qui profondément ne voulaient pas d'enfants, que peut-être ils ont fait ça juste pour correspondre à la norme sociale et puis après se retrouvent à culpabiliser leur gosse d'avoir une vie de merde alors que personne t'a forcé à l'avoir. Moi je trouve ça quand même assez aberrant qu'on ait une notion de regret plus forte quand on parle de tatouage que quand on parle d'enfanter. C'est-à-dire que les gens comprennent pas que décider de devenir parent,
c'est quand même beaucoup plus un enjeu sur le long terme et en termes de regrets potentiels qu'avoir un tatou. Et je dis ça parce que typiquement, c'est un running gag qui existe sur internet, genre les gens ils réfléchissent à 1000 fois avant de se faire un tatouage parce que ça va à vie, mais par contre quand on leur dit de faire des gamins, c'est comme si c'était quelque chose d'évident qui allait de soi, alors qu'en fait on peut très bien regretter d'être parent, on peut très bien ne pas vouloir être parent, c'est juste que c'est un discours tellement pas commun socialement que plein de gens ne s'autorisent même pas à se poser cette question. Et oui, c'est un tabou de parler du regret parental, d'ailleurs j'en ai parlé dans cette vidéo qui est aussi une revue de livres sur une étude sociologique qui parle du regret maternel notamment, mais tu vois, moi quand je dis que je veux pas d'enfant, les gens ils sont là, oui mais tu vas peut-être regretter d'être seule, etc. Mais je préfère regretter d'être potentiellement seule que regretter d'être mère, parce que si je regrette d'être seule, ça ne concerne que moi, mais si je regrette d'être devenue parent, ça va concerner l'existence entière d'un être qui n'a pas demandé à être là. Donc je pense que oui, effectivement, c'est important de s'autoriser à se poser ce genre de questions. On va revenir à notre question du départ, quel est le rôle social que joue l'infantisme dans la société, ou autrement dit, qui gagne à ce que les enfants soient considérés comme des êtres inférieurs à l'échelle de la société? La réponse de Laëlia Benoît, c'est de justifier les comportements déviants. C'est-à-dire qu'en fait, partir du principe que les enfants sont des êtres profondément déviants par définition, ça permet de ne pas remettre en question le cadre politique, culturel et sociologique dans lequel on vit quotidiennement, nous les adultes, qui en fait produit ces déviances à grande échelle. Non, plutôt que de critiquer ce cadre-là et de militer pour que ce cadre change, on va partir du principe que non, les comportements déviants et immoraux et problématiques, en fait c'est juste quelque chose de naturel chez les enfants et ça relève de leur individualité. Elle explique qu'il est plus facile de condamner moralement un comportement que l'on attribue à une pathologie individuelle, donc par exemple là, être un enfant ce serait carrément pathologique, genre les enfants par définition, parce que ce sont des enfants, ont des comportements bizarres, étranges, pas bien, immoraux, etc. Alors qu'en réalité, le problème vient du collectif. Les enfants sont nos miroirs. Tout ce qu'ils font, c'est des choses qu'ils perçoivent. Tout ce qu'ils voient sont des comportements qui sont normalisés autour d'eux, que ce soit la culture, que ce soit les médias, que ce soit la vie quotidienne, l'école, les sphères de socialisation secondaire comme le sport, la musique, bref, un tas de choses qui font que les enfants, comme des éponges qui vont s'imbiber d'une teinte, vont apprendre un tas de comportements à travers leurs observations et en fait nous renvoient juste la réalité que nous les adultes on leur balance à la gueule quotidiennement. Par exemple, on le voit bien quand des enfants vont dire des insultes et les parents vont réagir outrés en se disant mais t'as appris ça où, etc. Et bon, maintenant on a quand même un peu la conscience de se dire que ah mais il a appris ça à l'école ou dans une chanson, etc. Mais en fait, de la même manière qu'il répète des insultes qu'il a entendues dans une chanson, il va répéter les comportements problématiques des parents en termes de comment les parents s'adressent à l'enfant, de comment ils le malmènent potentiellement physiquement, verbalement, etc. machin. Et après, ils vont s'étonner qu'à l'école, l'enfant, il se comporte comme ça avec ses camarades. Bah oui, frère, tu le tapes à la maison, il n'y a pas de raison qu'ils comprennent qu'il faut pas taper les autres, en fait. Et forcément, si on commence à voir l'éléphant dans la pièce plutôt que de toujours pointer du doigt le même bouc émissaire, ça veut dire qu'on doit se remettre en question soi-même. Si on commence à se dire, ah oui, peut-être qu'en fait les enfants, c'est juste le reflet de nos propres comportements d'adultes, et ça implique qu'on doit réfléchir à notre comportement d'adulte, justement, ce que la majorité des adultes détestent faire. Problème, c'est que beaucoup de personnes vont partir du principe que les rapports de pouvoir, finalement, ils servent à quelque chose, qu'ils sont nécessaires, qu'ils sont même inévitables, et même qu'ils nous ont fait peut-être du bien. Est-ce que vraiment on peut parler de répression pour le bien de qui que ce soit si en tant qu'adulte, on ne supporte pas de subir de la discrimination, de la répression, des comportements dominants, etc. En quoi ce serait quelque chose de positif quand on était un enfant? Il n'y a pas de raison qu'en tant qu'adulte ça nous soit insupportable, mais qu'en tant qu'enfant ça passe crème, ce soit normal. En gros c'est tout bête, mais c'est de dire que ce qui s'applique à nous en termes de respect, de l'intégrité, en termes de considération, en termes de dignité tout simplement dans les comportements humains, ça s'applique aussi à eux. Et qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient traités différemment sur ce plan-là. Évidemment la réalité d'un enfant et la réalité d'un adulte sont différentes, ça veut dire que les enfants ne peuvent pas vivre tout comme les adultes. Mais ce que je veux dire, c'est que le respect que l'on manifeste naturellement envers nos semblables que l'on considère comme faisant partie de notre groupe social, c'est le même respect que l'on doit appliquer à n'importe quelle autre catégorie de la population adulte, mais aussi aux enfants. Et de la même manière que le fétichisme racial n'est pas plus positif que le racisme, idéaliser les enfants n'est pas plus positif que de les réprimer, parce que c'est toujours justement les fétichiser, faire d'eux des choses qu'ils ne sont pas. Ce ne sont ni des êtres parfaits, ni des êtres profondément problématiques.
problématique, ce sont juste des êtres, voilà, comme les adultes. Quand on essaye d'idéaliser les enfants, on peut projeter sur eux un tas d'injonctions qu'ils ne veulent pas, avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, et même qui vont peut-être les mettre sous pression, et ça les empêche de se développer tout simplement de la manière qu'ils et elles souhaitent. Donc non, il ne s'agit pas de les dorloter, de les idéaliser, de faire d'eux des petits anges à protéger coûte que coûte, etc., mais juste d'avoir un réel dialogue avec eux, comme on écouterait n'importe quel autre adulte, en fait, d'avoir de la considération et du respect et de l'écoute, en fait, pour ces personnes, parce que ce sont des personnes, en fait. D'un point de vue plus structurel, les inégalités qui existent entre les adultes et les enfants permettent littéralement l'exploitation en termes de ressources du travail des enfants pour les adultes. Exemple parfait, les enfants stars, qu'on a pu voir par exemple sur YouTube. Combien de parents n'ont pas exploité l'image de leurs enfants, qui n'ont même pas conscience des enjeux et de ce que ça implique en fait que d'être exposé à grande échelle de cette manière-là, pour justement générer de l'argent, à faire que tes enfants ils fassent des placements de produits, à faire que tes enfants ça devienne des plateformes virales parce que tu vas les filmer quand ils sont en pleurs, parce que tu vas les filmer dans leur bain, parce que tu vas les filmer en train de faire des trucs qui justement vont créer du clic, etc. Alors qu'en fait on parle quand même de leur vie privée. Et avant les réseaux sociaux, on avait d'autres exemples d'enfants stars, notamment l'histoire de Britney Spears en est un très bon exemple, mais pas que. Bref, donc en fait oui, d'un point de vue structurel, l'infantisme, ça joue un très grand rôle. Littéralement, on parle de sommes colossales d'argent qui peuvent être générées pour les parents sous prétexte que les enfants sont leur propriété et qu'en fait, ils leur appartiennent et qu'en gros, personne n'aurait rien à dire sur ce qu'ils font ou pas de leurs gamins, alors que, en fait, on parle littéralement d'exploitation financière, là. On parle de travail des enfants. Et genre de leur image, de leur vie privée, enfin bref, lunaire. Autre exemple que l'autrice va donner, elle parle de l'augmentation des salaires qui repose davantage sur l'âge des employés que sur leurs compétences réelles, dû au fait que les grilles salariales sont pensées en fonction de l'ancienneté des employés, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose que l'on peut effectivement remettre en question. Ensuite, elle continue en disant que le sujet de la démographie en France n'est évoqué que sous l'angle de la natalité. L'agenda nataliste porte un objectif officieux d'établir un système de retraite fondé sur l'endettement des générations suivantes, avec le soutien de la population votante âgée. Faire des enfants pour qu'ils payent nos dettes et qu'ils en fassent de même avec les leurs. Parce que oui, en ce qui concerne le vote, la population âgée vote beaucoup plus que la population jeune et donc peut voter des choses qui vont à l'avantage de leur catégorie d'âge au détriment de la catégorie d'âge d'en dessous, les plus jeunes du coup, qui vont devoir payer les pots cassés des générations précédentes comme on l'a mentionné tout à l'heure. Page 24, plus souvent qu'on ne l'imagine, la détresse mentale est secondaire à une forme d'oppression sociale. Des études montrent que non seulement l'injustice sociale, mais également les micro-agressions affectent négativement la santé mentale des femmes, des personnes racisées, des personnes appartenant à des minorités sexuelles ou de genre. On pourrait penser que la réussite sociale protège. Il n'en est rien. Même chez des étudiants en médecine déjà avancés dans leur cursus, être la cible de micro-agressions augmente le risque de dépression. Toutes ces études s'inspirent d'Émile Durkheim, qui a montré à la fin du 19e siècle que le suicide était loin d'être uniquement un choix individuel, car la société incite certains individus plus que d'autres à disparaître. Et c'est important qu'elle parle de ça, parce que comme elle est pédopsychiatre, elle est amenée justement à traiter les problèmes d'un point de vue médical, individuel, et donc la détresse mentale comme un problème neurobiologico-organico-centré, mais en gros voilà, comme une dysfonction du fonctionnement du corps humain, alors que là, justement, elle dit, bah non, en fait, genre, cette détresse-là, même quand on a des ressources, même quand on est privilégié, etc., elle peut être manifestée à partir du moment où on vit de la violence sociale, même à petite échelle. Et donc, elle dénonce ça, elle dit qu'en gros, face à ce type de souffrance, on peut mettre toutes les béquilles chimiques du monde et toutes les thérapies qu'on veut, le meilleur traitement sur le long terme, c'est l'action collective et non les traitements psychiatriques et psychologiques. Et ça, c'est elle-même qui l'atteste. Donc je trouve ça très intéressant, la manière dont elle va mettre en relation le social et l'individuel à travers son prisme du coup de pédopsychiatre, qui permet de voir que tu peux quand même être formé dans une certaine discipline et avoir un regard critique sur cette discipline. En tout cas, je trouve ça quand même assez positif. Ensuite, il y a tout un chapitre sur l'inaction climatique. Donc elle explique que les jeunes sont très déterminés, enfin certains, à préserver leur avenir, et quand en fait il va y avoir des manifestations de leurs actions, ça va réveiller dans la population des réactions hyper violentes, notamment des agressions, des insultes et même des violences policières. D'ailleurs, la plupart du temps, quand des jeunes créent des actions, manifestent et se montrent publiquement en train de militer pour la justice climatique, les journalistes et les médias de manière plus générale vont plus souvent parler de leur âge que du fond de leur militantisme. À la page 29, elle nous dit « Ainsi, a-t-on pu entendre lors de la matinale de France Culture du 11 septembre 2020, ouvrir les guillemets.
L'action en justice menée par des adolescents australiens contre l'expansion d'une mine de charbon. 8 jeunes de 13 à 17 ans, qui ne sont pas sans rappeler l'activisme de Greta Thunberg, à l'heure où leur principale préoccupation devrait être la couleur de leur trousse et non celle de la planète, ces jeunes gens attaquent un projet destiné à être développé dans le sud-est du pays. On est littéralement en train de dire qu'en fait, ils devraient s'occuper de choses futiles, qui sont propres à leur catégorie d'existence, plutôt que d'essayer de militer pour le vivant. Et ensuite, elle fait un parallèle en disant « 8 femmes ont saisi la justice pour inaction contre les violences sexuelles à l'heure où leur principale préoccupation devrait être la couleur de leur vernis à ongles. » Là, on voit que c'est misogyne, on voit qu'il y a un problème. Donc pourquoi on fait vivre quotidiennement ça aux enfants si déjà une partie d'entre nous, pas tous, on a déjà capté que typiquement là, il y a un relent misogyne horrible qui serait inacceptable. Si on n'accepte pas ce comportement envers d'autres catégories d'adultes, on ne devrait pas rendre ça normal envers les enfants, pourtant c'est ce qui se fait quotidiennement à grande échelle, même en public, et c'est même valorisé. L'autrice nous explique que en fait l'infantisme sert la plupart du temps à masquer les angoisses existentielles des adultes. À la page 32, on peut lire l'extrait suivant. Ils ne sont pas uniquement la génération qui vivra demain les conséquences du dérèglement climatique, territoires sinistrés, instabilité économique et géopolitique, migration forcée, etc. Aujourd'hui déjà, ils sont une minorité marginalisée, disposant de moins de pouvoir économique, social, culturel et symbolique que le reste de la population. Leur point de vue n'est pas pris en compte et les priorités ne sont pas pensées pour eux ou le sont sans eux. Une première étape consiste donc à expliquer aux enfants et adolescents que leurs émotions climatiques sont suscitées par l'inaction climatique et non pas par leurs problèmes individuels. D'après les études portant sur des discriminations similaires, c'est le partage d'expériences et l'action collective qui leur permettront non seulement d'aller mieux, mais aussi d'obtenir des changements sociaux. Maintenant, on arrive à un chapitre du livre qui s'appelle « Ces grands carencés affectifs qui nous gouvernent ». Et je vois déjà, comme j'ai pu moi-même le faire au moment de la lecture, des gens rouler des yeux au ciel en se disant « mais non, on va pas résumer les problèmes structurels et gouvernementaux à travers les carences affectives des dirigeants, comme si c'était juste ça qui expliquait leur malveillance et leur capacité de nuire ». Mais en fait, il ne s'agit absolument pas de le résumer à ça, mais de prendre en compte le fait que parmi tous les facteurs qui expliquent pourquoi on est dirigé par des gens absolument atroces qui n'en ont rien à foutre du vivant, une de ces raisons, oui, c'est le fait que il y en a beaucoup qui ont un rapport avec les émotions, avec l'empathie, le lien à l'autre, très problématique, qui vient potentiellement de leur propre carence personnelle. Elle nous explique donc que les grandes décisions sont prises par des personnes dont l'identité repose complètement sur la distanciation maximale à l'enfance en général, c'est-à-dire ces grands dirigeants qui sont convaincus de ne rien avoir avec les enfants, qu'ils n'ont rien en commun avec eux. Alors ils n'ont rien à voir ni avec les femmes, ni avec les personnes racisées, ni avec les personnes marginalisées en général, etc. Mais alors les enfants, encore moins. Selon l'autrice, ces personnes n'ont aucun lien avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Et je sais que ça va faire grincer des dents beaucoup de personnes, mais attendez, c'est pertinent. Elle explique en fait que cette idée d'enfant intérieur, oui, ça sonne un peu perché, etc., un peu un truc conceptuel comme ça, mais qu'en réalité, c'est quelque chose de très concret. C'est finalement juste le souvenir vivant que chacun et chacune avons à l'intérieur de nous, de l'enfant qu'on a été, tout simplement, et qui a littéralement constitué l'adulte que l'on est aujourd'hui. Page 34, elle explique que avoir manqué d'amour pendant son enfance est un moteur puissant pour tenter non seulement d'oublier l'enfant qu'on a été, mais aussi d'obtenir des positions de pouvoir à l'âge adulte. Autrement dit, plus on a été carencé affectivement et maltraité dans l'enfance, plus il y a des chances qu'on ait envie de devenir un adulte dominant et donc de prendre le dessus par rapport à ce qu'on nous a fait vivre, c'est-à-dire passer du statut de victime au statut de bourreau. Donc moins les adultes ont fait l'expérience d'être respectés, aimés et sécurisés en tant qu'enfants, plus ils risquent d'investir leur identité d'adulte et d'être attirés par le pouvoir. Et donc le but, c'est d'être le plus loin possible de sa propre enfance, de s'éloigner le plus possible de ce qu'on a pu vivre en tant qu'enfant, comme si on faisait un reset, et boum, on a commencé à exister à l'âge adulte, et donc on va se créer toute une identité avec du pouvoir, avec justement des ressources, avec des capacités d'exercer du contrôle, etc. Et oublier complètement ce qu'on nous a fait subir en tant qu'enfant, pour que nous, ensuite, on puisse plus facilement utiliser ces mêmes outils à l'encontre d'autres populations, des enfants ou d'autres groupes d'adultes discriminés. En fait, tout simplement, ça crée des personnes qui deviennent moins sensibles en termes d'empathie et d'humanité, tout simplement, juste parce que pour pouvoir exercer de la violence massive, structurelle et générer la mort sur des dizaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des millions de personnes, il faut avoir sacrément peu d'empathie et une inexistante capacité à s'identifier émotionnellement, humainement à d'autres êtres qui ne nous ressemblent pas. Elle explique ensuite qu'une
personne qui est épanouie et connectée à ses propres émotions ne peut pas supporter les hostilités et les rapports de force omniprésents dans les sphères de pouvoir, parce que tout simplement, si on a un minimum d'empathie pour tous les êtres humains, on voit en fait l'exercice de l'abus de pouvoir et on peut pas ne pas ressentir la détresse que ça fait aux autres en fait. Et donc on peut pas rendre normal l'exercice de cet abus de pouvoir parce que justement on a la capacité d'être empathique, d'être sensible et connecté à nos propres émotions et donc à celles des autres. Si on est connecté à nous-mêmes, on sait ce qui est ressenti face à la violence, et donc on peut imaginer ce que ressentent les populations marginalisées face à la violence. Et donc on peut vouloir se sentir concerné par cette violence et agir pour qu'elle cesse. Donc oui, la notion d'empathie, d'émotion, de carence affective, etc., elle joue un rôle dans la façon dont vont être exercées à échelle structurelle les discriminations sociales. Et ça a tout à voir avec le fait d'avoir été un enfant et d'avoir appris ou non à utiliser ces outils dans son petit bagage de vie, quoi. Et aussi, d'un point de vue culturel, on a tendance à très souvent mettre en contradiction la notion de rationalité et d'émotionnel. Parce que quand on est émotionnel, on serait justement, par définition, pas capable de raisonner correctement. C'est d'ailleurs un reproche qui est fait notamment à des militantes afroféministes qui dénoncent, par exemple, le stéréotype de la angry black woman, c'est-à-dire qu'on va dire dès qu'une femme racisée va exprimer des émotions négatives de colère, par exemple, on va tout de suite associer ça à sa culture, à son ethnie, à ses origines, à sa couleur de peau, etc. En disant, vous voyez, les femmes comme ça, elles sont sauvages, entre guillemets, barbares, elles sont dangereuses, etc. Et donc on va essentialiser et naturaliser des émotions chez elles comme si c'était la preuve de leur comportement problématique, alors qu'en fait, leurs émotions communiquent quelque chose d'une discrimination qu'elles subissent en fait. Et pour les discréditer, on va partir du principe que c'est la preuve qu'elles sont déviantes, alors qu'en fait elles sont en train de dénoncer des déviances qui sont faites à leur encontre à travers des émotions qui vont jamais être perçues de la même manière si c'était une femme blanche par exemple qui les exprimait. Dans la même veine, on a ce qu'on appelle les white woman tears, c'est-à-dire que des émotions à nouveau négatives, mais cette fois chez une femme blanche, va être perçue totalement différemment, c'est-à-dire que oh la pauvre femme blanche elle pleure parce que les gens ont été agressifs avec eux, regardez la pauvre victime, etc. Et donc on va instrumentaliser l'interprétation de ces émotions à des fins racistes en fait finalement. Bref, tout ça pour dire que selon elle, et je suis d'accord avec elle, faire une telle distinction entre ce qui est rationnel et émotionnel n'est pas toujours pertinent et la plupart du temps est utilisé à des fins discriminantes justement. Il y a qu'à voir comment la psychiatrie elle-même a théorisé l'hystérie par exemple en disant en gros que les émotions de détresse chez les femmes étaient la manifestation d'une maladie mentale propre à leur utérus, etc. Enfin, je veux dire, bref, on en a déjà assez parlé dans d'autres vidéos, mais c'était quand même important de le relever dans le cadre de la thématique de l'infantisme, puisque ça concerne aussi les enfants. Les enfants, on va partir du principe que parce que ce sont des enfants, ils sont complètement dysrégulés avec leurs émotions, et donc voilà, ça mérite qu'on n'écoute pas ces émotions-là, alors qu'en fait, elles nous disent quelque chose, en fait, même si elles sont chez des êtres qui ne sont pas encore en capacité de les comprendre, de les gérer, de les verbaliser, tout ça, quoi. Donc là, Elia Benoît nous explique qu'en fait, on éduque plus les enfants à consommer qu'à comprendre leurs propres émotions. Et là, on arrive dans un aspect très important de la vidéo qui est l'alphabétisation émotionnelle. Elle explique que la majorité d'entre nous, on est littéralement illettrés au sens propre concernant nos émotions. Le monde des émotions est un langage à part entière, c'est toute une science en fait, c'est tout un monde que l'on vit tous et toutes dans nos chairs, dans notre corps, dans notre esprit, et en fait, pouvoir comprendre nos émotions, les visualiser, les verbaliser, comprendre celles des autres, communiquer avec ces émotions-là afin de pouvoir atteindre des objectifs, survivre, etc. Et ça, c'est un langage qu'il faut apprendre de la même manière que, par exemple, il y a des personnes que l'on va nommer comme étant victimes de la fracture numérique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. La fracture numérique, c'est quand tu as des gens qui ont eu des ressources pour comprendre la digitalisation du monde et donc comment fonctionnent les mails, les SMS, les réseaux sociaux, comment fonctionnent les codes QR, les paiements en ligne, etc. Et il y a une fracture entre ces gens-là et les gens qui n'ont pas eu accès à ces ressources. Déjà de un, parce que peut-être ils savent juste pas lire ou écrire ou compter, mais même s'ils savent lire, écrire ou compter, peut-être qu'ils ont juste pas les outils nécessaires pour comprendre comment manier les outils numériques, digitaux, etc. Ce qui va vraiment impacter leur qualité de vie au quotidien. Ça impacte leur capacité à prendre rendez-vous avec des professionnels de la santé, de l'administration, etc. Ça va impacter leur capacité à payer leurs factures, ça va impacter leur capacité à juste trouver un logement, à trouver un emploi, etc. Donc en fait, c'est un langage. Et donc être
illettré ou être lettré numériquement, bah ça va justement permettre ou non d'avoir accès à certaines ressources. Et bah c'est pareil avec les émotions. Les personnes qui ont le plus accès à leurs émotions, à les comprendre, à les gérer, à les communiquer et à comprendre celles des autres, sont plus privilégiées d'un point de vue matériel que celles qui n'y arrivent pas en fait. Et le problème, c'est que dans notre culture éducative, un enfant qui est sage, un enfant qui est discipliné, un futur bon citoyen, c'est un enfant finalement qui est réprimé dans ses émotions. C'est-à-dire que la société n'encourage pas les adultes, déjà à comprendre leurs propres émotions d'adultes, mais encore moins à les enseigner aux enfants. D'où le fait que souvent on va les moquer d'ailleurs. Alors qu'en fait les émotions, c'est vraiment à la base de tellement de choses dans notre vie quotidienne collective, dans les choix qui sont faits à grande échelle. Enfin je veux dire les émotions, d'ailleurs il y a de la sociologie des émotions, il y a des théories politiques qui se focalisent sur le rôle des émotions dans par exemple le vote, dans les stratégies commerciales, dans les stratégies pour pousser les gens à consommer, dans le gouvernement, enfin les émotions en fait ça joue vraiment un grand rôle dans l'organisation sociétale. Et donc oui, dans une société qui cherche à avoir des enfants sages, finalement ce qu'on leur apprend c'est à être réprimés. Alors bien sûr qu'on peut leur apprendre à être dans le contrôle, dans la gestion, dans l'organisation personnelle de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, parce qu'effectivement ils doivent l'apprendre, mais ça veut pas forcément dire se réprimer. Un exemple très parlant, c'est celui par exemple des enfants qui pleurent et qu'on va enfermer dans une pièce jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et qu'ils s'endorment tellement ils peuvent plus pleurer, comme si c'était une bonne façon d'enseigner aux enfants que la vie c'est dur et que de toute façon il va falloir s'y préparer. Les adultes aiment croire que l'isolement apprend l'enfant à s'apaiser seul. En réalité, sa fonction première est de soulager les adultes de l'agacement que leur cause la détresse émotionnelle de l'enfant, enfant qui, lui, apprend à se couper de ses émotions pour ne plus être puni. Et là, on parle de nourrisson. Dans le meilleur des cas, lorsqu'il n'est pas puni, il est activement incité à se distraire de son émotion. Même si les distractions proposées sont d'apparence banale, une tétine, un écran, il perçoit l'angoisse de l'adulte, sa hâte et en déduit que l'inconfort émotionnel est quelque chose de grave qu'il s'agit de faire cesser au plus vite. Dès ses 5 ou 6 ans, il a vécu des milliers d'émotions douloureuses et a eu autant d'occasions d'être soit accompagné pour les traverser, soit puni ou distrait. De nombreux enfants apprennent ainsi à éviter ou à interrompre leurs émotions plutôt qu'à les traverser. N'ayant jamais eu l'occasion de vivre le cycle complet d'une émotion, ils n'en connaissent que l'amorce et craignent ce qu'il pourrait se produire s'ils la laissaient monter en eux. Jusqu'où irait-elle ? Une fois adultes, ces anciens enfants ressentiront une boule dans la gorge plutôt que de la tristesse. Or, tant que sa tristesse n'est pas réprimée, un enfant ne ressent pas de boule dans la gorge. Il pleure à chaudes larmes, crie sa peine, s'agite ou tape. On ne naît pas réprimé, on le devient. Et ça, c'est ce qui nous permet de créer un terreau fertile de futurs consommateurs de compétition. Revenons donc à cette idée d'alphabétisation émotionnelle. Ça consiste en gros à identifier, accepter et réguler ses émotions à travers des outils de communication. L'autrice nous explique qu'apprendre à observer les sensations étranges qui nous traversent en permanence sans chercher à les faire disparaître, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure conscience des besoins de notre corps. Parce que finalement, une émotion, c'est ça. C'est un stimuli positif ou négatif qui cherche à nous donner une indication sur nos besoins. C'est-à-dire qu'une émotion positive est là pour te dire besoin satisfait et une émotion négative est là pour te dire besoin insatisfait, j'ai besoin que tu t'en occupes. L'alphabétisation émotionnelle, c'est donc une façon de transmettre des outils de communication pour que les gens puissent exprimer leurs besoins autrement que par les larmes quand on est un enfant, ou les cris ou les coups, justement en disant bah voilà, là t'es frustré, là t'es triste, là t'es en colère, là t'es angoissé, là tu as peur, etc. Et donner des outils de communication, c'est ce qui va permettre aux enfants de ne plus avoir recours à des comportements qui justement agacent les adultes, mais juste leur permettre de communiquer correctement sur leurs besoins et même comprendre eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Ce dont il ne s'agit pas, donc quand on parle d'alphabétisation émotionnelle, c'est déjà de 1, de punir l'enfant d'être en détresse émotionnelle, c'est-à-dire de lui expliquer qu'en gros, s'il traverse des états émotionnels négatifs, c'est une mauvaise chose et qu'il doit s'en vouloir, ça c'est non. Ce n'est pas non plus abandonner l'enfant avec sa détresse émotionnelle, puisqu'à nouveau, par définition, c'est un enfant, il ne comprend pas ce qui lui arrive et il ne comprend pas sa détresse émotionnelle, et donc lui dire un truc du style écoute, tu vas dans ta chambre jusqu'à ce que tu sois calmé et on continue cette discussion plus tard, bah ce n'est pas lui enseigner et lui expliquer en gros ce qu'il est en train de traverser à ce moment-là. Alors oui, ça peut être nécessaire des fois de désamorcer les conflits en prenant de la distance temporairement, mais il faut pouvoir verbaliser sur ce que ça signifie d'avoir ressenti ces choses à ce moment-là. Et ce n'est pas non plus le fait de céder à des caprices ou de
de laisser l'enfant avoir des comportements destructeurs ou autodestructeurs. Non, absolument pas. Il s'agit vraiment d'enseigner un langage qui concerne des choses que l'on vit tous et toutes, puisque tous les êtres humains vivent des émotions d'une manière plus ou moins intense, d'une manière plus ou moins agréable, d'une manière plus ou moins régulière, mais tous les adultes ressentent des émotions, ça c'est sûr et certain. Ce dont il s'agit par contre, c'est d'enseigner au quotidien l'enfant à identifier ses émotions, à accepter de les ressentir et à en comprendre le sens, lui montrer qu'il n'est pas tout seul dans cet apprentissage. Ça s'appelle donc la co-régulation, et au début de la vie d'un être humain, c'est normal d'avoir besoin de l'aide des autres pour apprendre à le faire, puisque par définition, nous sommes un enfant, nous ne sommes pas autonomes dans ces apprentissages-là. Donc c'est aux adultes d'apprendre aux enfants de le faire, et si les adultes eux-mêmes ne savent pas le faire pour eux-mêmes, eh ben on n'est pas sorti d'auberge. Page 47. L'enjeu est de ne pas le laisser seul lorsqu'il arrive en haut de la vague émotionnelle, ni de le pressurer pour qu'il en redescende au plus vite. Il apprend ainsi à accueillir ces vagues émotionnelles, ces montagnes russes, tout en sachant qu'il est bien accroché. Il monte jusqu'en haut et finira toujours par redescendre. Donc c'est vraiment l'idée qu'on va accompagner l'enfant dans ses mouvements et lui montrer qu'en fait c'est passager, que ça veut dire quelque chose, que l'on va pas mourir face à ces émotions-là. Le problème, c'est qu'énormément d'adultes autour de nous, et même dans notre génération 2024, il y a plein d'adultes qui considèrent que leurs émotions, elles ne comptent pas, et en fait ça crée des désastres, mais vraiment atroces. Et donc le but de cette démarche-là, c'est qu'ensuite l'enfant lui-même puisse le faire tout seul, et donc ne pas le faire payer à d'autres personnes, et donc ne pas devenir une sombre merde discriminante avec le moindre personne qu'on ne peut pas piffrer. Ça s'appelle donc l'autorégulation. On passe de la co-régulation à l'autorégulation, n'est-ce pas merveilleux? L'alphabétisation émotionnelle nous permet d'augmenter nos capacités de dialogue et donc de résoudre des conflits, de rassembler des collectivités pour avoir des interactions intéressantes, pour s'organiser socialement. Enfin bref, avoir une meilleure communication, c'est juste mieux pour la société en général, puisque la définition même d'un groupe social, c'est la capacité à entrer en lien les uns avec les autres. Et si on n'est pas capable d'entrer en lien avec les uns avec les autres de façon harmonieuse, eh ben on peut pas aspirer à résoudre des problèmes sociaux massifs et graves en fait. Il faut qu'on puisse être en capacité à communiquer de la meilleure façon possible, et il s'agit pas de performer une bonne manière de communiquer, mais de le faire de façon fluide en fait. Il n'y a pas de script à suivre, il n'y a pas de vocabulaire à avoir, c'est juste le fait que tout le monde ait la capacité de pouvoir se lire soi-même, de pouvoir lire les émotions chez les autres et de pouvoir créer des dynamiques collectives dans lesquelles tout le monde a la place d'exprimer ses besoins, de comprendre les besoins des autres et de réfléchir à comment on va les combler collectivement. Ensuite, elle continue en parlant de parentalité choisie sans natalisme. Elle explique qu'en gros, la lutte contre l'infantisme comporte un enjeu crucial. Si l'on considère qu'un enfant ou qu'un adolescent mérite le meilleur, alors son existence doit avoir été réellement désirée. Il serait donc temps de cesser l'injonction sociale à se reproduire. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un livre très intéressant de Françoise Vergès qui s'appelle Le ventre des femmes, qui explique comment le gouvernement intervient dans le fait d'inciter ou non les gens à se reproduire à des fins racistes, classistes, etc. Et comment ça a un lien en fait direct, le fait de pousser les gens à ne pas réfléchir à faire des enfants, à leur dire mais oui, faites des familles, travaillez, etc. pour combler les besoins de votre famille et tout. Ça a des intérêts politiques en fait, et c'est pas juste parce que c'est le cycle de la vie naturelle que tout être humain devrait accomplir parce que nous sommes faits pour nous reproduire, pas du tout. Page 49. Au lieu de faire peser l'ensemble des responsabilités dans l'éducation des enfants à la famille nucléaire portée par des parents épuisés, élargissons le cercle des adultes qui s'occupent de nos enfants et relayons-nous pour garder les enfants des autres. Ce faisant, nous transmettons aux enfants le sens du collectif et le plaisir à jouer à plusieurs sans dépendre d'une fratrie nombreuse. Nous leur apprenons également à s'adapter à divers styles éducatifs car chaque adulte interagit à sa manière avec les enfants. Comme on dit, il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais malheureusement nous sommes dans des carcans sociaux qui encouragent les gens à créer des familles qu'on dit nucléaires, c'est-à-dire papa, maman, enfant dans leur petite sphère privée. Or, ce n'est pas du tout un style d'éducation qui est le plus répandu et le plus historiquement reconnu dans l'histoire de l'humanité. Bien au contraire, la majorité des cadres familiaux ne reposent absolument pas sur la composition nucléaire de la famille hétérosexuelle. Il y a plein d'autres choses qui existent, mais pour ça, il faut s'intéresser à la démographie. Bref, le fait que les enfants et les adolescents ne votent pas contribue à ce que leur groupe social reste une minorité sous-représentée dans les politiques publiques. Ne nous cachons pas derrière l'idée que la politique est une préoccupation d'adultes et qu'en parler priverait précocement les enfants de leur insouciance. Nombreux sont les enfants qui se savent non représentés dans la vie publique. Ces enfants ne sont pas embrigadés politiquement par leurs parents, il leur suffit d'observer le monde qui les entoure pour acquérir cette lucidité. Donc là, on peut se poser la question, mais attends, on va laisser les enfants voter dès leur naissance, genre ? Est-ce que c'est pas un peu une aberration? Sauf que c'est une question très sérieuse posée par de nombreux chercheurs. Comment ça marcherait donc? Durant les premières années d'existence, l'enfant, évidemment, ne peut pas comprendre les enjeux, et donc ce seraient les parents qui exercent ce devoir à la place de leur enfant. Sauf que progressivement, année après année, l'enfant gagnerait en droit et en devoir proportionnellement à son âge, et donc
va toujours pouvoir peser un peu plus dans la balance de la décision du vote des parents jusqu'à la majorité, âge auquel le parent n'aura plus le droit de voter à la place de son enfant. Et donc là où il aura du coup l'autonomie totale de son vote. Mais au moins ça les aura éduqués et ça les aura familiarisés avec la politique dès leur plus jeune âge. Et là tu vas me dire mais non, on va quand même pas parler de politique et de droit de vote et tout à des enfants, faut qu'ils restent innocents, etc. L'insouciance et tout, sauf que c'est plus compliqué que ça. Déjà, il y a une grosse différence entre le fait de maintenir quelqu'un dans l'ignorance à son détriment et le fait de préserver l'insouciance d'un enfant. Et souvent, c'est plutôt le premier qui se passe parce qu'on va priver les enfants d'informations sur eux-mêmes que parfois ils obtiennent tout seuls, ou en fait qu'ils ont déjà en leur possession, mais pas parce qu'on les leur a transmises, mais parce qu'en fait ils sont allés se documenter d'eux-mêmes, ou juste en fait ils les ont subis quoi. En fait statistiquement il y a tellement d'enfants qui vivent déjà des trucs atroces à un âge hyper précoce qu'il y en a qui ont déjà un tas d'informations en leur possession qu'ils ne savent pas comprendre, traiter, utiliser, intégrer dans leur propre système, justement parce que personne veut leur en parler sous prétexte que non c'est des enfants, faudrait pas leur parler de ça, alors que bon, je tiens quand même à rappeler que statistiquement en termes de pédocriminalité on est sur un chiffre de minimum un enfant sur 10 qui subit des violences dans son cadre proche, probablement beaucoup plus, ça c'est ce qu'on sait. Là on a parlé de violences pédocriminelles, mais en fait si on parle juste de violences physiques exercées par les parents, mais alors le chiffre il explose. Il y a un nombre incalculable d'enfants qui meurent dans leur foyer à cause de la violence qu'ils vivent, donc en fait les maintenir dans l'insouciance, oui, mais bon, faudrait peut-être quand même parler de la violence qu'on leur fait subir quotidiennement et qu'on normalise aussi. À la page 56, on peut lire la chose suivante. On pourrait se plaire à imaginer l'impact de politiques publiques élaborées par des enfants. L'aménagement urbain, par exemple, est pensé uniquement pour les adultes et jusque très récemment pour des adultes automobilistes. Pourtant, plusieurs grandes villes de France ont été rapidement réaménagées dès que leurs électeurs ont manifesté leur volonté de diminuer les émissions de carbone liées au transport. À quoi ressemblerait la ville si les enfants exigeaient un espace public adapté à leurs besoins? Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que beaucoup d'adultes se comportent dans la rue comme s'il n'y avait pas des enfants qui pouvaient les entendre, les observer et juste s'imprégner de leur comportement. Et ça, c'est très flippant. Par exemple, dans les espaces où il n'y a que des adultes, et je dis pas que c'est pas bien qu'il en existe, hein, c'est juste que la majorité des espaces publics n'existent que pour les adultes, et très souvent, on va observer des comportements entre adultes qui sont juste inacceptables, qui sont clairement honteux, dont on aurait facilement... on devrait facilement se méfier parce qu'on se dit, clairement, voilà, entre les insultes, les cris, les rabaissements, le fait d'avoir un comportement pas adapté, etc., voilà, s'il y avait des enfants dans la pièce, est-ce qu'ils se comporteraient pareil? Et la réponse, évidemment, est non. Pourquoi on se permet des trucs quand les enfants sont pas là, que l'on ne ferait jamais en leur présence? Et si, du coup, l'environnement urbain et public était plus kid-friendly, et donc accueillait plus d'enfants, peut-être que les adultes entre eux se comporteraient vachement différemment et se permettraient vachement moins de comportements violents, dénigrants, rabaissants, problématiques, etc. Après tu me diras qu'il y en a plein qui se contrefichent de se comporter n'importe comment, même en présence de leurs propres enfants, donc bon, c'est pas ça forcément qui résoudrait tout, mais c'est quand même une bonne question à se poser. Bref, en plus de ça, d'un point de vue à nouveau global, social, les métiers liés à l'enfance sont souvent très très peu reconnus et très dévalorisés, donc voilà, à nouveau, ça ne permet pas de faire du bien-être des enfants une priorité politique. Bref, donc pour lutter contre cette discrimination, l'autrice nous dit qu'une partie de la solution se trouve dans notre développement émotionnel, parce que pour pouvoir s'organiser entre êtres humains et donc surmonter des défis colossaux, il faut pouvoir entrer en interaction avec les autres, et pour pouvoir entrer en interaction avec les autres, il faut pouvoir être capable d'empathie, et pour être capable d'empathie, il faut pouvoir comprendre l'existence des émotions chez les autres, et pour pouvoir comprendre les émotions chez les autres, il faut pouvoir les comprendre chez soi. Bref, et elle finit donc son livre à la page 60 avec l'extrait suivant. Transmettre aux enfants des outils pour dialoguer de manière constructive est un moyen d'encourager l'exercice de leur rationalité et de leur sensibilité. Sommes-nous prêts à les accompagner pour qu'ils contribuent pleinement au monde qui les entoure, malgré leur situation très temporaire de personnes en développement? Et donc là, elle va vraiment plus parler de développement émotionnel. Voilà quelques notions qu'il serait bon d'expliquer à tous. Aux enfants d'abord. Nous travaillons en partenariat avec les muséographes de la Cité des Enfants à la Villette pour créer une maquette de montagne russe où les enfants joueront à naviguer sur leurs vagues émotionnelles. Aux jeunes parents ensuite, pourquoi ne pas créer un kit de base d'alphabétisation émotionnelle en maternité à la manière des cours d'allaitement? À tous les adultes enfin, pour qu'ils améliorent la qualité de leur relation à eux-mêmes et aux autres, dont leur éventuel partenaire, avant d'envisager de fonder ou non une famille. Si jamais sur Instagram, j'ai résumé la majorité du livre dans des slides écrites, donc tu peux
peux les retrouver dans une story à la une qui s'appelle livre, et sinon sur mon feed Insta, si tu remontes un petit peu les publications, tu trouveras du coup la partie qui concerne ce bouquin. Donc si tu veux revenir sur les propos que j'ai eu dans cette vidéo sans te taper tout le contenu, tu peux aller sur Instagram et relire les extraits les plus importants. Comme d'habitude, mon travail ne peut se faire que avec le soutien de la communauté. Donc si tu veux permettre à cette chaîne de vivre le plus longtemps possible et de la manière la plus autonome possible, tu peux faire un tour sur mon compte Tipeee et me faire un petit don de 50 centimes ou 1 euro. Si c'est mensuel, c'est tant mieux parce que ça permet de faire plein de mini-dons de plein de gens qui me permettent de me financer sur le long terme. Et si c'est ponctuel, bah écoute, c'est très bien aussi. Merci infiniment du fond du cœur de participer à ce que cette chaîne puisse exister. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.